Voilà, bienvenue à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Voilà, pour ce sujet très particulier qui n'est pas une conférence ordinaire, puisque c'est le bilan astrologique de l'année 2017 et prévisions 2018. Donc, pour l'année 2017, vous vous rappelez, l'année dernière, ceux qui étaient là, on avait présenté l'année 17. Il y avait deux aspects particuliers de cette année. C'était une année air et feu. C'est-à-dire que les planètes étaient en majorité dans des signes d'air et de feu. Quelquefois, certains mois, 7 à 8 planètes. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, il faut savoir qu'il y en a 10. Quand on a 8 planètes en signe d'air et de feu, les deux autres éléments, air et terre, ne comptent pas. Et puis, il y avait 21 août 17, une éclipse totale de soleil. Alors, c'est très très important, vous l'avez ici, quand il y a une éclipse totale du soleil, c'est toujours une conjonction soleil-lune. S'il ne peut pas avoir d'éclipse, c'est bien sûr le soleil et la lune ne sont pas côte à côte et que la lune ne passe pas devant le disque solaire. Alors il y a des petits malins, j'en connais tout plein, qui disent oui, mais il y a une nouvelle lune tous les mois. Ben oui, chaque mois vous avez une nouvelle lune. C'est-à-dire une conjonction soleil-lune. Chaque nouvelle lune, c'est une conjonction soleil-lune. Dans chaque signe. Bon, vous regardez dans un livre de position planétaire, vous avez ça. Oui, il n'y a pas forcément d'éclipse à chaque fois. Alors pourquoi? C'est un phénomène astronomique beaucoup trop compliqué à expliquer. C'est que vous avez la Lune qui tourne autour de la Terre. Mais la Terre tourne comme ça et la Lune tourne comme ça. C'est-à-dire, vous avez un plan incliné de la Lune par rapport à la Terre, et les deux qui tournent, la Lune par rapport à la Terre, tournent par rapport au Soleil. Bon. Il se passe qu'en fonction de cet axe incliné de la Lune par rapport au Soleil, à un moment, quand il y a une conjonction Soleil-Lune, la Lune est un peu en dessous du Soleil, à un moment un petit peu à côté, à un moment on passe un morceau, on a une éclipse partielle du Soleil, c'est-à-dire le disque lunaire en masque une partie du Soleil. Et le fait d'avoir une éclipse totale de Soleil, c'est très rare. Il faut que les deux disques, bien sûr, le disque de la Lune et du Soleil, coïncident totalement, et là on a une éclipse totale de soleil. Alors on fait les calculs pour savoir qu'en fonction de la position, de la hauteur de la Lune en latitude par rapport à la Terre, très haute dans le ciel, très basse au niveau de l'horizon, on a qu'elle passe juste le long du disque solaire. Alors une curiosité astronomique, mais certains disent que ce n'est pas forcément uniquement une curiosité astronomique, c'est quand vous avez une éclipse totale de soleil, le diamètre de la Lune, vu de la Terre, est exactement égal au diamètre du Soleil. Alors que la Lune est à 384 000 km de la Terre, et le Soleil à 149 millions de kilomètres. Et alors quand vous les voyez, oui, et quand vous les voyez en perspective, la Lune, vue de la Terre bien sûr, passe vis-à-vis du Soleil, et les deux disques en diamètre coïncident, et vous avez l'éclipse totale. Alors les scientifiques vont vous dire, quel heureux hasard, et en ésotérisme on va dire, qu'est-ce que c'est bien arrangé, parce que il faut le faire quand même comme phénomène, extraordinaire chose. Bon, oui, ça se passe comme ça, ce phénomène astronomique comme ça. Par quelle opération du Saint-Esprit, le diamètre lunaire vu, c'est pas la même distance, mais de la Terre, exactement, s'emboîte exactement dans le Soleil. Sinon, une éclipse partielle, il y a un morceau de Soleil uniquement masqué. Sinon, une éclipse annulaire, la Lune est masque pas totalement le Soleil. Donc il y a une auréole de Soleil par-dessus. Bon. Alors bien sûr, ce qui compte, c'est les éclipses totales de Soleil. Si vous connaissez quelque chose là-dessus, vous savez que c'est un phénomène très court. En gros, ça dure entre 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, et un maximum de 7 minutes. Ça ne peut pas durer plus longtemps. Donc c'est un phénomène très court, parce que la Lune passe très vite. Dès qu'elle a masqué le Soleil, on regarde le phénomène. Vous avez vu en 99, tout le monde regardait le phénomène. Puis allez, soudain, les rayons, la luminosité solaire apparaît, et puis la Lune passe. Bon. Et puis ça touche au niveau du sol, ce qu'on appelle le cône d'ombre. Eh bien, certains pays, à un moment dit, l'éclipse totale, elle est en Argentine, l'éclipse totale, elle est, au Moyen-Orient, l'éclipse totale est en France.
Ah, celle de 99 a été très très célèbre. Elle est passée en France, elle est passée entre Amiens et Paris, etc. Bon, c'est très intéressant comme phénomène. Hein. Donc, celle de 2017 était aux États-Unis. Elle coupait les États-Unis en deux. Hein. Elle partait du nord-ouest, elle allait au sud-est. C'était complètement scratché en deux morceaux. Bon, etc. Alors, en quoi ça a une importance? Ça a une très grande importance en ésotérisme. Sinon, on n'en parlera pas. On dirait un phénomène astronomique, reportez-vous à un livre d'astronomie. Les savants ne voient pas du tout à ça. Hein. C'est qu'en ésotérisme, on considère qu'une éclipse de soleil, et même totale de soleil ou même pas totale, c'est maléfique. Pourquoi? Parce que la lumière est masquée par les ténèbres. C'est-à-dire, à un moment, les forces des ténèbres l'emportent. Symbolisées par la lune, la nuit, les forces de l'ombre, eh bien, à un moment qu'on a une superbe luminosité solaire, la lune arrive, il fait nuit en plein jour. On se dit, tiens, les ténèbres ont masqué la lumière. C'est toujours, très sujet à caution. En gros, la nuit l'emporte sur le jour, le sombre sur le lumineux, etc., etc. On dit, oui, mais c'est symbolique, hein. Parce que ça ne va rien dire au niveau du sol, ça ne va rien dire dans le réel. En fait, si. Parce qu'on s'aperçoit qu'après chaque éclipse totale, il y a toujours des dérèglements au niveau concret. Ah oui? Je dis, tiens. Alors d'abord, il y a un refroidissement de température. C'est comme le soleil est masqué, il ne rayonne plus, que la lune se passe devant, il y a une baisse de température énorme. Pas de 100 degrés, mais les animaux, eux, qui sentent qu'il y a un phénomène absolument étrange qui se passe, parce que s'il est midi, qu'on est en plein soleil, soudain la lune passe dedans, et puis il fait noir à midi, elle dit, il y a un truc là. Eh bien, plusieurs heures avant, il n'y a plus un cri d'animal, les animaux ne bougent plus, ils se recroquevillent dans l'herbe, sous les arbres, etc. Les oiseaux arrêtent de chanter. Donc, eux sentent bien le phénomène, ils n'ont pas compulsé de table astronomique. Ils sentent une bizarrerie dans le cosmos, un truc pas possible, un certain temps de soleil, le soleil monte, il est 10h, il est 11h, il est midi, il fait noir. Est-ce que ça ne se répercuterait pas sur les humains? C'est-à-dire qu'il y a une perturbation électromagnético, machin chose, les animaux sont complètement comme ça, pourquoi? On pense que oui. Qu'il y aurait la même chose, non seulement ça déglinguerait un petit peu le psychisme, à un moment, au moins une journée d'éclipse, mais beaucoup des choses en politique, en social, en climat, en géophysique, tout ce que ça suit. En gros, l'éclipse serait suivie de perturbations. Alors on dit, non, c'est pas possible. Maintenant, on dit quand même que c'est un peu possible, parce que comme c'est un phénomène électromagnétique, et que le rayonnement solaire est bloqué, dévié, parce que bien sûr le rayon solaire est peut-être au-dessus, à côté, etc., pendant qu'il y a un masquage de la Lune, on pense que ça serait une perturbation des champs électromagnétiques qui se répercute sur l'atmosphère, donc il y a un truc climatique qui change, etc. Et comme tout est lié, en ésotérisme on va dire, mais le climat, la géologie, le temps qu'il fait, le temps qui passe, les hommes, la société, l'histoire, tout est lié. Ça casse dans un domaine, ça se répercute dans tous les autres domaines, et tout est synthétisé. Et on en a conclu au fur et à mesure de l'histoire des éclipses que dans les temps qui ont suivi, on dit 3 et 6 mois dans les temps qui ont suivi, quelquefois un peu plus, bien toujours des troubles politiques, des troubles sociaux, des troubles atmosphériques, des troubles climatiques, etc. Puis on s'est dit on va regarder si c'est vrai, à chaque fois c'est presque vrai. Tous les phénomènes ne s'additionnent pas, mais on en a une bonne partie. Alors si on reprend notre fameuse grande éclipse de 1999, vous savez qu'elle était très spéciale, parce qu'elle était censée annoncer la fin des temps. Fameux 11 août 1999, qui avait lieu en Europe, et qui partait de l'Irlande, qui traversait la Manche, qui passait justement Amiens, Paris, Reims, justement des grandes cités très très célèbres, qui allait dans les Balkans et qui finissait en mer Noire. Donc si vous prenez une carte de l'Europe très géométrisée en rectangle, l'éclipse faisait une diagonale en travers du rectangle de l'Irlande, vous voyez la mer Noire, c'était scratché, cisaillé complètement en 2 morceaux. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé après?
Alors le phénomène est spectaculaire, hein. C'est des centaines d'associations d'astronomes amateurs, les jumelles, les télescopes, toutes les caméras de télé, l'éclipse du siècle, hein, etc. Alors, quand on a une éclipse comme ça, c'est assez extraordinaire. Bien sûr, le pays concerné, ben, lui, il est touché principalement par l'ombre créée par l'éclipse, donc c'est lui qui va un peu être dans le collimateur du ciel, bien entendu. Et alors, il y a toujours des gens qui posent une question très intéressante, mais il y a tout le temps des éclipses, et des éclipses totales de soleil. Pourquoi celle-là, celle de 99 ou celle de 2017, serait beaucoup plus importante que les autres? Parce que si vous prenez les tables, là-dedans, dans un livre comme ça, avec toutes les positions des planètes, bon, il y a des pages où on vous met les éclipses totales de soleil. Et entre 1999 et 2017, il y en a eu d'autres. On n'en a pas du tout parlé. Parce que il y a un thème de l'éclipse. C'est-à-dire, on prend le jour et l'heure de l'éclipse et on regarde où sont les autres planètes ce jour-là. C'est-à-dire Uranus, Saturne, machin. Et alors, si le ciel est très très noir, l'éclipse est calamiteuse. Puis d'autres fois, c'est moins grave. Il y a bien conjonction Soleil-Lune, pour les autres aspects, pas trop négatifs. Ah, celle de 99 était terrible. Est-ce que ça faisait un double carré dans le ciel? C'est-à-dire toutes les planètes dans le ciel étaient sur les pointes de 2 grands carrés. Pour que ce soit disposé comme ça, géométriquement comme ça, dans le ciel, il faut qu'il y ait un truc. Ça annonçait quelque chose d'assez spécial, ça annonçait la fin des temps. Parce qu'en ésotérisme, dans les prophéties, on considère que la période 1999 à 2036, c'est la période de la fin des temps. Donc on s'est dit, c'est l'éclipse qui va amorcer la dernière phase du cycle. Ben, c'était extraordinaire. Bon, et bien entendu, vous aviez cette éclipse-là annoncée dans Nostradamus, parce que Nostradamus disait en l'an 90-99, enfin c'était 1999, il donnait la date quasiment en clair, et dans d'autres textes, on donnait le jour. C'est-à-dire, dans Rabelais, par exemple, vous avez le jour 223. Alors on se demandait pourquoi il insistait lourdement sur le nombre 223, jusqu'au jour où quelqu'un a eu l'idée, mais 223, c'est le 223e jour, 233e jour de l'année, c'est le 11 août, si on parle du 1er janvier. Donc en fait, des auteurs du XVIe siècle donnaient la date en année et donnaient le jour du mois, avec 4 siècles d'avance. Pour dire attention, il va y avoir une éclipse à un certain moment, elle va justement toucher l'Europe, et c'est terrible. Remarquez que depuis 1999, il n'y a rien qui va dans notre pauvre Europe. Bah, même si ça va un peu mieux aujourd'hui, ça va pas tellement bien depuis 1999, hein, puisqu'il y a eu une gigantesque crise de 2008 à 2015. Alors vous avez eu, c'est pas en France, comment dire, le 11 septembre 2001, vous avez eu les trucs en Irak, vous avez eu la révolution arabe, tout ça c'est depuis 1999. Bon, donc ce cycle-là, il est très très mauvais. Hein. Et alors, bon, il y en a eu dans l'entre-deux, puis on arrive 21 août 2017, et là il y a une éclipse, c'est celle-là, l'éclipse totale de soleil encore une fois, et elle concerne donc là les États-Unis. Bon, alors allez comme vous voyez ici. Hein. Bon, les choses que vous voyez en orange, c'est les aspects négatifs, en bleu, les aspects positifs, etc. Je reviens pas sur l'éclipse, je ne vais pas refaire le commentaire de qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, curieusement, elle coupait les États-Unis en 2 morceaux aussi, comme la nôtre en Europe, elle partait du nord-ouest, elle finissait dans le sud-est. C'est-à-dire en schéma géométrique, on pouvait la calquer sur l'Europe, il y avait toujours une direction nord-ouest, sud-est. Ça coupait les États-Unis en 2 morceaux. Hein, et ça finissait un peu avant la Floride, en gros. Et donc on dit, eh bien après une éclipse, vous avez des phénomènes très très spéciaux qui se passent. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, politique, climatique, etc. Qu'est-ce qui s'était passé en France, si vous vous souvenez de l'année 1999, c'est-à-dire entre le mois d'août et le mois de décembre, eh bien, il y avait eu en Europe un tremblement de terre en Grèce. Ça devait être un mois après. Un tremblement de terre en Turquie. Comme ça, l'éclipse finissait en mer Noire, on avait
la Grèce et la Turquie. Et puis, une perturbation climatique à la fin décembre, en France, vous avez eu la fameuse tempête qui a mis par terre plusieurs millions d'arbres. Et il y a des gens qui s'en souviennent parce qu'ils vivent à la campagne. Il y a eu la tempête et dans leur coin, il restait un arbre dans la forêt qu'ils avaient au bout de leur jardin. Alors, vraiment l'arbre robuste, le chêne, le séquoia, le machin, tous les autres arbres ont été soufflés. Et alors c'est resté très célèbre parce que le fameux chêne de Marie-Antoinette dans le parc du château de Versailles a été complètement couché et le fameux moulin de Valmy a été mis par terre. Comme ces deux aspects de la Révolution, Marie-Antoinette et la bataille de Valmy, on s'est dit, la tempête a soufflé tout le monde, a soufflé tous les temps anciens, a soufflé ceci, a soufflé cela. Donc c'était très très curieux comme ambiance. Alors bien sûr les savants scientifiques, matérialistes vont dire, mais vous pouvez quand même pas lier à une tempête qui couche des millions d'arbres avec une éclipse qui a eu lieu au mois d'août. Il n'y a aucun rapport entre les deux phénomènes. Ben, comment on explique ce phénomène absolument aberrant du mois de décembre, la cyclone sur la France? Parce que pour mettre par terre des forêts entières, il faut qu'il y ait un cyclone absolument extraordinaire dans un pays où il n'y a pas de cyclone. Alors on dit oui, mais il y a une tempête. Ah, celle-là, elle sort un peu de l'ordinaire quand même comme tempête, parce que nous, on a des tempêtes là. On a 150 km/h de vent dans le Nord-Pas-de-Calais. On ne couche pas toutes les forêts du département. J'ai vu un truc. Alors, quand vous voyez comment elle est orientée, elle est partie donc dans le golfe de Gascogne, dans les Landes, elle est remontée jusqu'en Alsace, elle est passée comme ça, elle est coupée quasiment en croix l'axe de l'éclipse. Donc la croix elle était, en gros, dans l'île de France. Bon. On se dit, s'il y a un rapport logique entre le phénomène, l'éclipse, et les événements climatiques, sociaux, politiques, tout ce qui s'ensuit, bon, il s'en passe de drôle. Hein. Bon, en gros. Hein. À part ça, ça ne concerne pas d'autres pays, mais bon, en politique, vous savez que c'est en 1999 que notre cher ami Vladimir Poutine a été nommé Premier ministre, il a été nommé Premier ministre au moment de l'éclipse. Allez, alors, soi-disant, enfin, pas soi-disant, c'est vrai, pour solutionner un problème de terrorisme qu'il y avait dans le Caucase. Parce que quelque temps avant, il y avait eu un attentat dans le Daghestan qui est dans le Caucase. Alors, j'ai dit, mais qui peut résoudre un problème pareil? Eh bien, Vladimir Poutine. Et depuis, vous avez eu la Tchétchénie, le Moyen-Orient. Bon. Alors, et vous allez dire, là, 2017, aux États-Unis, alors, que ce soit une fois l'Europe et une fois les États-Unis, ça a rapport aussi. Parce que les deux continents fonctionnent ensemble. Parce que l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est ce qu'on appelle des puissances atlantiques. Elles sont nées à peu près à la même époque. C'est-à-dire quand il y a eu la Révolution américaine, 1776 à 1783, il y a eu justement George Washington nous rappelait la République américaine, l'indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Les États-Unis sont devenus une colonie indépendante, du coup plus une colonie, indépendante vis-à-vis de l'Angleterre, et alors leur puissance a monté jusqu'à aujourd'hui. Et autre pays très important qui a fait une révolution sensationnelle à la même époque, 1789, c'est la France. Donc on appelle ça, on les lit, les deux événements historiques, on dit que c'est les révolutions atlantiques. Donc en gros, États-Unis et Europe fonctionnent ensemble. Et au moment des deux éclipses qu'on a maintenant, vous retrouvez États-Unis et Europe. Bon, vous allez dire, mais quel rapport ça a? C'est des deux puissances mondiales, parce que l'Europe et les États-Unis, depuis le XVIIIe siècle, sont leaders mondiaux, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais sont leaders mondiaux, dominent la Terre. Et les deux éclipses dites de fin des temps coupent en deux les deux pays. Alors, sur le plan symbolique, puisque bien sûr en ésotérisme on est toujours dans le plan symbolique, on dit ça doit avoir un sens quand même. Et si on reprend ce qui s'est passé chez nous et ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez après l'éclipse? Un cyclone, alors. Vous savez, le fameux cyclone Andrew qui a dévasté tout le sud-est des États-Unis. On n'avait jamais vu un tel cyclone aux États-Unis, dans les Caraïbes, depuis qu'il y a des cyclones. Ah, bien sûr, on dit, mais tous les ans, il y a des cyclones, bien sûr, à partir du mois de septembre, dans les Caraïbes et dans le sud-est des États-Unis. Mais pas un comme il y a eu là. Hein. Ça soufflait. Vous vous rappelez Saint-Barth, Saint-Machin, Saint-Martin, les îles, chez nous, là, on n'est pas loin de la côte américaine, complètement liquidée.
Ben, on s'est dit, ça fait quand même un peu beaucoup. Alors, sur le plan politique, alors on a Trump, élu quand même avant l'éclipse. À un moment, juste après l'éclipse, il a fait un discours contre l'Iran. L'Iran ne respectait pas le traité sur qu'est-ce qu'ils ont signé là, sur le nucléaire, etc. En gros, il y avait une tromperie sur la signature, donc les États-Unis étaient très réservés, les autres lui disent non, ils respectent, il n'y a que vous qui trouvez qu'ils ne respectent pas. Bon, l'accord sur le climat, tout le monde avait signé l'accord sur le climat comme 21, les États-Unis retirent leur caution, l'accord sur le climat. On dit bon, ça va flotter un petit peu, puis pour faire le bilan encore en plus, on a eu un tremblement de terre au Mexique. Ils ne sont pas totalement concernés par l'éclipse, ils sont juste le part à côté. Hein, quand on additionne le tout, ça fait quand même un peu beaucoup, quoi. Hein, là, voilà pour l'éclipse. Hein, c'est très très particulier. La prochaine est en 2020. La prochaine éclipse d'importance. Hein. Ouais, elle est un peu terrible aussi, quoi. Alors voilà. Alors l'autre aspect de l'année, c'était que l'année était quasiment air et feu. Hein, vous savez qu'il y a 4 éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau, et que les planètes dans les signes peuvent être en signe de terre, l'air et feu. Alors quelquefois c'est bien réparti, il y en a un peu de toutes les sortes, puis à un moment l'année est très feu, il y a tout plein de planètes en signe de feu, à un moment tout plein en signe d'eau, et alors curieusement là ça fonctionnait par paire, c'est-à-dire que l'année dernière c'était air et feu. À un certain moment, il y a 6, 7, 8 planètes en signe d'air et feu. Alors air et feu, pour ceux qui connaissent, Martine, par exemple, c'est une qualification yang. C'est-à-dire c'est les éléments subtils, l'air, bon, alors le feu, bon, etc. Très aérien, alors très dynamique. Hein, parce que l'air et le feu, quand ils s'additionnent, parce que là, on avait air et feu, l'air active le feu bien sûr, chauffe l'air. Bon, visiblement, ça déflagrait partout, quoi. Alors, on a eu la planète qui est un petit peu chauffée. Et donc Philippe, qui était là, va vous dire, j'avais dit à la fin, ça va chauffer cette année. Parce qu'il y a un peu trop de feu, un peu trop d'air. Alors le nombre d'incendies qu'il y a pu y avoir aux États-Unis, le nombre de maisons complètement grillées, bon, etc. Je n'ai jamais vu des incendies pareils. Il y en a tous les ans parce que c'est la sécheresse. Mais le nombre, mais la Californie complètement sinistrée, et patati et patata, on s'est dit un peu plus d'incendies que d'habitude. Un peu plus gros. Comme les cyclones étaient déjà un peu plus gros, on s'est dit l'incendie, là encore un peu plus gros. Non, maintenant la prochaine, je ne sais pas trop. Alors un peu au Mexique quand même, un petit peu. Puis chez nous, on en a eu un peu. On a eu le Portugal, on a eu la Grèce, en Provence, chez nous, et même du côté charmante personne qui s'en va à Carcassonne. On a... Moi, je sais que j'étais bloqué dans une gare parce qu'il y avait un incendie sur le bord de la voie ferrée et que tous les trains étaient bloqués. Entre le delta du Rhône et Carcassonne. C'était, hein. Donc, alors c'est des petits incendies de rien du tout. Il y avait 3 bruyères qui brûlaient, pas le truc aux États-Unis. Donc on s'est dit, bon, là, ça chauffe, hein, comme on dit. Alors, qui dit en symbolique chauffer sur un plan physique, ça chauffe sur un plan social, ça chauffe sur un plan politique. Hein. Ah, question politique, ça a chauffé. Hein. Que ce soit un truc nucléaire avec la Corée, que ce soit un truc de règlement de compte, une guerre civile, machin, bon, ça s'est pas arrêté, le dynamisme. Voilà un peu pour l'année qui vient de s'écouler, qu'on peut pas refaire, hein, parce que c'est un peu ce qu'on avait présenté l'année dernière. Vous allez dire cette année, alors, comment c'est cette année? Eh bien, c'est tout à fait l'inverse. Il y a quasiment que des signes d'eau et de terre. 7 à 8 planètes en signes d'eau et de terre selon les mois. Et on se dit, alors, eau et terre, alors c'est concret. Ah, c'est matériel, c'est yin pour ceux qui connaissent le yin. Hein, c'est-à-dire les éléments dits de polarité négative et yin, absorbant, réceptif, etc. Alors ça donne des choses assez curieuses. Donc je vous passe ça parce qu'on l'avait vu ces dernières. Alors vous aviez... Je l'avais fait, on ne va pas trop insister là-dessus. Ah, vous voyez justement la trajectoire de l'éclipse américaine. Hein. Oui, elle finissait un peu au nord de la Floride ici, elle passait toutes ces villes-là. Hein. Voilà. Alors que bon, j'avais fait un topo pour dire qu'il y avait justement 18 ans entre les deux éclipses.
99, 2017 et que 18 ça faisait 6 plus 6 plus 6, donc on était dans une nomenclature d'éclipse en 666. Bon, on va dire non, on peut quand même pas aller jusque-là, bon, passons. Alors vous aviez, voyez, toute l'année des signes d'air, de feu, etc. Hein. Bon, vous voyez la balance, Sagittaire, le Bélier, le Gémeaux, bon, etc. C'était les signes qui étaient pourvus de planètes l'an dernier. Il y a un signe d'eau. On passe, hein, parce que c'était l'année dernière. Hein. Ah, c'est pas ça. Alors, il faut que je retrouve le document. Excusez-moi, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, voilà, si vous faites le programme de l'année, pour cette année 18, hein. Alors, si vous prenez milieu janvier, vous savez, pas mal de planètes en Capricorne et Scorpion. Alors, il doit y avoir, je sais pas, 3-4 planètes en Capricorne. Hein. Parce qu'en janvier, forcément, le Soleil est un Capricorne, Mercure est un Capricorne. Mais, bon, Saturne et Pluton sont un Capricorne, donc Terre et eau, bien entendu. Si vous êtes Scorpion, c'est signe d'eau, Capricorne. Quand vous êtes début février, là, ça change un petit peu. Parce que là, vous avez 6 planètes en air et feu. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de planètes en Verseau. Hein ? Mais alors après, une fois que vous avez passé février, eh bien fin février, 8 planètes en terre et eau. En mars, c'est feu et eau, c'est un peu mélangé. Après Bélier et Capricorne, après 8 planètes en terre et en eau, dont 6 en signe de terre. Juin, 6 en eau et terre. Voilà, juillet, 7 en eau et terre. Ou 5 planètes en air et feu, 5 planètes en terre et eau, là c'est bien partagé. Moitié air feu, moitié terre et eau. Curieusement, toutes les planètes rapides sont dans la partie air feu, toutes les planètes lentes, terre et eau. Et en septembre, on retombe 8 planètes en terre et eau, après 7, après 5, etc. Moyenne, bon, en gros, toujours au-delà de 5. Je vous rappelle, il y en a 10. Quand on est 6, 7, 8 planètes, ça donne le ton de l'année. Donc les éléments concrets, matériels, eau et terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la terre, c'est tout ce qui est rigide, concret, stable, bon, très, très ferme. Hein. Et l'eau, c'est tout ce qui est psychique, morale, etc. L'âme, en gros. Hein. Donc on n'est plus du tout dans le contexte de l'année dernière. Au lieu d'être dynamique, d'aller vers l'avant, de faire flamber les choses, on est plutôt à encaisser, entre guillemets, les choses. En tout cas, d'avoir au niveau du quotidien, au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de tous les événements, des choses extrêmement concrètes. Alors le concret, ça peut être le social, donc il peut y avoir des grèves, il peut y avoir des choses qui sont de la vie de tous les jours, des choses qui concernent la politique, des choses qui concernent le commerce, les finances, les choses comme ça. Hein, c'est-à-dire des choses de la vie, j'allais dire quotidienne, des gens, et non pas des choses politiques internationales et tout ce qui s'ensuit. Alors, sauf que dans la réalité quotidienne, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que s'il y a beaucoup, disons, de signes d'eau et de terre, quelle planète il y a dedans ? Alors, c'est là que ça se complique beaucoup. Alors, bon, ça, pour les non-spécialistes en astrologie, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce que ça peut être que ça ? Vous avez bien sûr les signes du zodiaque. On part toujours du bélier, taureau, on fait le tour. Hein. On va jusqu'au poisson. Qu'est-ce que c'est que les planètes ici ? Ben, c'est les planètes qui sont dans les signes cette année. Les spécialistes d'astrologie connaissent. Qu'est-ce que vous allez avoir cette année ? Vous allez avoir Uranus en taureau, la planète dans un signe de terre. Vous allez avoir Neptune en poisson, dans un signe d'eau. Vous allez avoir, alors là, 2, Saturne et Pluton en Capricorne, signe de terre, signe cardinal de terre. Vous allez avoir Jupiter en Scorpion, signe d'eau. Bon, ça fait quand même beaucoup, puisque en gros, les 5 planètes lentes, les 5 planètes qui marquent beaucoup un décan et un signe parce qu'elles n'avancent pas très vite, sont en signe d'eau et d'air. C'est pour ça qu'on dit que c'est une année à signe d'eau et d'air, parce qu'elles vont y être quasiment toute l'année.
Alors que bien sûr, une planète rapide, la Lune va faire tout le tour du zodiaque, Mercure va faire tout le tour du zodiaque, il va passer un peu dans tous les signes de tous les éléments. Ben alors celle-là, celle que j'ai mise ici, elle marque quasiment l'année, certaines y sont pour plusieurs années. Et certaines sont quasiment toute une année dans le même décan. Certaines sont sur 1 ou 2 degrés toute l'année. Alors on n'en est pas sorti quand on les a à thème individuel. Vous dites, j'ai Pluton à 20 degrés Capricorne, vous l'avez toute l'année. Si vous êtes Soleil 20 degrés Capricorne, vous avez Pluton sans votre Soleil toute l'année. Bon, c'est un peu embêtant. Quand la planète est négative, c'est un peu embêtant de la voir. Si c'est la Lune, c'est pas grave, parce que vous dites, dans 2 jours, elle n'est plus là. Et quand c'est une planète dite lente, à partir de Mars, c'est lent. Hein. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que tous ces serpentins, toutes ces bizarreries pour les personnes qui ne connaissent pas l'astrologie? Ben oui, c'est ça qui est un peu embêtant à expliquer. Et oui, alors, c'est ça qui n'est pas probant en explication de conférence. C'est que les planètes, en astrologie, font un mouvement qu'on appelle de rétrogradation. Hein, c'est-à-dire qu'elles avancent en marche directe. Elles vont être 15 degrés, 17, 19, 20, 25. Et vous allez dire c'est normal, puis à 30 degrés, elles changent de signe. Mais il y a un phénomène astronomique particulier qui fait qu'elles rétrogradent. C'est-à-dire à un moment, elles arrivent à 25 degrés, puis repassent 23, 22, 22. Ils semblent, dans la réalité ça ne se produit pas, semblent repartir en arrière. Alors bien sûr, elles sont encore plus longtemps dans le même décan, encore plus longtemps dans le même signe. Si vous prenez Jupiter, vous voyez ici, va commencer l'année 16 degrés Scorpion, ça va rétrograder à 13 degrés Scorpion. Et puis il va réavancer, et va passer tout le Scorpion, et va passer en Sagittaire à la fin de l'année. Voilà. Si vous prenez Saturne, a commencé l'année janvier à 1 degré, va avancer jusqu'à 9, va rétrograder à 8, va finir l'année à 11. Alors, en général, les savants nous disent, ceux qui sont hostiles à l'astrologie, vont raconter des salades, parce qu'une planète dans le ciel, ça ne peut pas rétrograder. Rétrograder, ça veut dire aller en marche arrière. On n'a jamais vu une planète aller en marche arrière dans le ciel, heureusement. Imaginez Mars avance, puis soudain le recul, elle repart dans le temps. Bien, quelquefois, il y a des phénomènes bizarres. Une planète, un satellite sur une planète qui tourne dans le sens inverse des autres. Vous avez 12 satellites qui vont comme ça, puis un seul qui fait... Il y a une planète dans le système solaire qui est comme ça, il y a un satellite qui tourne complètement à l'envers de tous les autres. Bon, je sais pas de quoi. Alors en fait, c'est un phénomène visuel vu de la Terre. C'est dû à la différence de vitesse des planètes. Alors quand vous avez une planète qui va comme ça, elle avance, je sais pas, prenez Mars, et puis une autre Mercure, comme ça, ici. À un moment, Mercure est derrière Mars. Elle a Mars un peu en perspective, mais comme elle va beaucoup plus vite, arrive au niveau de Mars, et puis passe ici, et après, voit Mars derrière. Et on dit, bien sûr, Mars rétrogradé par rapport à Mercure, parce que vu devant, après, elle est vue derrière. Alors pour bien comprendre le phénomène, il faut penser à 2 voitures sur 2 voies d'autoroute. Si vous en avez une sur la voie de droite, vous êtes sur la voie de gauche, vous allez plus vite. Vous voyez la voiture qui est devant vous sur la droite, vous arrivez à cette hauteur, vous passez. Bien sûr, vous allez plus vite, puis à un moment, vous les voyez toute petite dans le rétroviseur parce qu'elle a été laissée loin derrière. Eh bien, c'est le phénomène de la rétrogradation. C'est dû à la vitesse des planètes. Toujours est-il qu'il y a une rétrogradation des planètes. Alors, on considère en astrologie que la rétrogradation a une importance considérable. Parce que dans la phase de rétrogradation, la planète a son symbolisme inversé. Par exemple, Mercure, c'est le mouvement, c'est la communication. Quand elle est rétrograde, eh bien, vous avez un blocage de mouvement de communication. Par exemple, votre courrier arrive en retard, le colis est perdu, le téléphone ne marche pas. Vous dites, vous avez qu'à regarder dans les tables, c'est la rétrogradation de Mercure. Puis quand elle revient direct, c'est pareil avec Neptune, c'est pareil avec Pluton, etc. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les caractéristiques négatives de la planète qui jouent plus dans la rétrogradation. Puis à un moment, ça va vers l'avant. Alors, vous les avez ici. Il faut savoir que toutes les planètes rétrogrades, sauf le Soleil et la Lune.
Alors, il y en a qui rétrogradent une quinzaine de jours, comme Mercure, il y en a qui rétrogradent 405 mois, comme Pluton, Saturne, etc., etc. Ah, c'est tout ce que vous voyez, là, truc. Bon, vous voyez, là, Uranus, bon, ben, il va être à 2,30 degrés au début de l'année en Taureau, il va passer à 3, et voilà, il va retourner en Bélier. Alors, quelquefois, ils avancent dans un signe, quand ils changent de signe, puis la rétrogradation les fait retourner dans le signe d'avant. Là, vous avez un Uranus en Bélier actuellement, va passer en Taureau, va retourner en Bélier, va revenir en Taureau. Bon, Mars va être en Verseau, va repartir en Capricorne, va revenir en Verseau. En astrologie, quand il retourne dans le signe d'avant, c'est toujours une période très instable. En gros, il n'a pas bien pris le pouls du nouveau signe. Il est reparti dans son ancien signe. Et puis, comme ça ne dure pas longtemps, parce que la rétrogradation finit par s'arrêter, il repasse. Mais quand vous en avez plusieurs en même temps, elles sont toutes rétrogrades en même temps, et tous à cheval sur 2 signes, parce que bien sûr, vous êtes en plein milieu d'un signe, elle rétrograde, avance, etc., dans le même signe. Comme vous êtes juste à la limite d'un signe, on repart dans celui d'avant. C'est encore plus instable que d'habitude. Alors, c'est un petit peu embêtant. Alors là, c'est pour ça que vous avez tout ça. Hein. Alors, selon votre décan, parce que bien sûr, les signes sont divisés par décan, quand vous avez une rétrogradation d'une planète lente, vous avez quasiment la planète pour l'année de votre décan. C'est-à-dire, un moment marche avant, marche arrière, puis remarche avant. Bon, alors, vous êtes très, très plombé par le phénomène. Alors, vous voyez que c'est très curieux. Alors, vous voyez au passage les planètes comment elles sont. Jupiter en Scorpion pour l'année, Saturne et Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson, en plein milieu des Poissons, donc 12, 16 degrés, donc sur 4 degrés là en plein milieu. Bon, Uranus un peu fin Bélier, début Taureau puis retour, et Mars. Alors, pourquoi parler de Mars dans le contexte de l'année? C'est quelque chose de très très important que les astrologues n'étudient pas. Pourquoi? Parce qu'ils font les prévisions à partir des planètes lentes. Et les planètes rapides, quand elles changent de signe quasiment tout le temps, la Lune fait 2 jours et demi par signe, on n'a pas le temps de s'en occuper, Mercure change, mais Mars, c'est limite entre planètes rapides et planètes lentes. Et cette année, ce cher Mars fait une rétrogradation aussi. Et il va être à peu près 8 mois en Verseau. Bon, alors, en général, Mars fait 2 mois par signe. Quand il rétrograde, il fait à peu près 3 à 4 fois le temps dans le même signe. C'est-à-dire, il va avancer 2 mois, rétrograder 2 mois, avancer 2 mois, etc. Donc, il va. Alors, vous allez dire, c'est important ou pas important? Si vous êtes de tel signe, puis que vous avez Mars 6 mois dans le même signe, au lieu de 2 mois, 3 semaines dans un décan, là où vous l'avez 6 semaines, c'est un peu embêtant, c'est une planète qui ne vous plaît pas, qui ne correspond pas à votre signe. Hein. Alors, vous avez donc Mars, cette année, bon, il est en Verseau, il n'y a rien d'extraordinaire que Mars soit en Verseau, sauf que le signe ne lui correspond pas du tout. Si vous connaissez Mars, il est maître du Bélier, il est maître du Scorpion. En Verseau, c'est un signe électrique, uranien, donc ça ne lui convient pas tellement. Puis c'est là qu'il reste le plus longtemps. Donc les personnes qui vont être Verseau vont être quelque peu électrisées. Allez. Alors, vous avez donc là quelque chose. Alors s'il y a des Verseaux parmi vous, s'il y a des Taureaux, premier décan, vous verrez après les signes individuels pour dire, ah bah alors ça donne quoi si je suis premier décan Taureau, si je suis premier décan Verseau? Ah, rien de bien formidable, il faut le dire. Alors, bon. Alors, pourquoi? Parce que, alors regardez ça, toujours, malheureusement pour les non-spécialistes de l'astrologie, c'est du chinois, mais alors toujours retrouver les mêmes planètes, Jupiter, Saturne, Mars en Verseau, ici c'est le Verseau, bon, etc. Bélier, Uranus, qui est ici, c'est quand vous avez Uranus qui va passer en Taureau. Ça commence le mois de mai. Donc il est en Bélier, puis il arrive en Taureau. Et curieusement le même mois, et curieusement le lendemain, Mars arrive en Verseau. En gros, une planète c'est le 15, mais une planète c'est le 16. Et les 2 planètes font un aspect qu'on appelle un carré qui est très négatif.
C'est-à-dire quand Mars arrive en Verseau, il va faire un carré à Uranus. C'est ce que vous voyez ici en rouge. Voilà. Donc ça se produit au milieu du mois de mai. Et quand vous avez ça, alors là c'est du survoltage, quoi. C'est en gros un Mars qui est dans le signe d'Uranus. Bon, il est comme ça. Hein. Bon. En aspect négatif avec la planète et dans le signe Uranus. C'est-à-dire qu'en gros, en astrologie, Martine confirmera, quand une planète est en aspect négatif à son propre signe, en gros Uranus qui est en Taureau est en carré, donc en aspect négatif au signe dont elle est maître, le Verseau, c'est 2 fois plus mauvais qu'un carré normal. Et pour qui connaît Mars, l'action, l'énergie, l'impulsivité, etc., et Uranus, la révolution, la révolte, l'explosion, je sais, quand vous avez un aspect négatif entre les 2 planètes dans des signes vachement forts, ça va sauter. Bon. Alors, bon, vous allez dire oui, mais ça, je suis concerné, je suis premier décan Taureau, premier décan Verseau. Hein, bon, c'est pas trop grave, hein, on pourrait dire. Alors, le problème, c'est la rétrogradation. C'est-à-dire, si Mars rétrograde pas, vous auriez Mars, premier décan Verseau, 3 semaines, c'est fini, il passe dans le 2e, il passe dans le 3e, puis il sort du Verseau. L'aspect avec Uranus serait faible. Mais là, comme il rétrograde, il va être en premier décan Verseau, il va jusqu'à 9 degrés 10 dans le 1er, puis il repasse dans le temps tout le décan, puis il retourne en Capricorne, puis il réavance, puis il repasse tout le premier décan. Résultat, bien le carré ici, Uranus bouge quasiment pas, parce que c'est une planète très lente, elle va rester à 1-2 degrés quasiment pendant des mois et des mois. Mars, lui, il fait un retour, mais dans le premier décan, est quasiment sur 6 mois. Donc l'aspect, là, il est lourd. La probabilité qu'il soit dû au hasard dans l'astrologie mondiale de 2018, il ne tient pas debout. Parce que c'est trop extraordinaire pour être vrai. Hein, parce que bon, ça pourrait dire, bah allez, Mars est en Verseau, puis rétrograde, mais c'est 2019. Bon, et puis Uranus est passé, je sais pas moi, en Taureau, ben c'était en 2016. Ben non, tout a lieu maintenant. Hein. Alors, comme vous voyez ici, vous avez Neptune qui est en Poisson, qui est dans le milieu, donc il y a en gros 15-16 degrés des Poissons, et vous avez en Pointillé, donc un demi-carré avec Uranus, un demi-carré avec Mars. Ah, c'est pas tellement bon non plus. Parce que, bon, Neptune en Poisson est bon, puisqu'il est dans son signe de prédilection, il est maître des Poissons en Poisson. C'est très très gentil. Bon, c'est l'émotion, l'inspiration, la foi, etc. Bon, sauf que là, il est dans ce triangle bizarroïde, alors forcément qu'elle est au milieu du signe Poisson et que Mars est à 1 ou 2 degrés Verseau, et il y a un demi-carré, c'est-à-dire 45 degrés, donc un aspect de tension. C'est pas tout à fait le carré, 90 degrés, mais c'est pas rigolé du tout. Puis vous avez, comme par hasard, le demi-carré avec Uranus par l'autre côté. Et en fait, ces 3 planètes-là qui sont ici, ils s'entendent pas du tout. C'est-à-dire que Neptune, Uranus, ça n'a rien à voir ensemble. Et avec Mars, qui est bon, très très impulsif en Verseau, parce que vous connaissez le Verseau, hein, c'est les ondes, c'est l'énergie, c'est électrique. Le Mars, on ne le tient pas tellement là, il ne fait pas tellement d'aspect positif du tout. Hein. Bon, résultat, ça, appliqué à des pays qui seraient Poissons, Verseau, etc., créerait une tension, une menace de guerre, tout ce qui s'ensuit. Hein. Bon. Alors, pour les autres planètes, vous allez dire, ah ben là, Saturne en Capricorne. Ah ben c'est très bien, parce que Saturne en Capricorne, il est maître du signe du Capricorne, il est en Capricorne. Alors, est-ce qu'il est positif? Ah ben j'ai pas fait l'aspect là, parce qu'il est positif. Parce que lui, il va faire un bon aspect à Uranus. Ça va avoir un aspect de 120 degrés à Uranus, entre le Capricorne et le Taureau, 2 signes de terre, là vous avez un bon aspect. Ah oui, quand même. Hein. Ah, vous dites, tiens, je vais avoir le mauvais aspect ici, j'ai un bon aspect ici. Alors, c'est très bien pour la stabilité. Hein, c'est-à-dire que un Saturne en Capricorne, il est stable. Hein, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est l'administration, c'est la gestion, c'est les structures. Hein,
Alors Saturne, alors allié avec Uranus, c'est les 2 mètres du même signe. Les 2 mètres, Uranus et Saturne sont les mètres du Capricorne. Et en gros, c'est une synthèse du passé et de l'avenir. Donc si vous êtes par exemple premier décan Taureau et premier décan Capricorne, vous allez évoluer pendant l'année assez lentement, parce que Saturne est une planète très très lente, mais avec des perspectives d'ouverture par Uranus et en tenant compte des leçons du passé. Saturne étant le passé, Uranus l'avenir, eh bien les deux alliés vont s'harmoniser. Le carré, vous alliez dans deux sens complètement différents entre ce que vous gardez du passé et ce que vous gardez de l'avenir, ça ne coïnciderait pas. Alors là, c'est quand même positif. Alors vous allez dire, il y a un aspect positif, mais là, il y a Uranus et Mars, c'est complètement négatif. Qu'est-ce que ça peut donner? Justement, un petit peu comme ça. Et alors là, Jupiter en Scorpion, est-ce que Jupiter en Scorpion est bon? Alors, c'est pas son signe de prédilection, parce que c'est le maître du Sagittaire et des Poissons. Bon, en Scorpion, on ne peut pas dire qu'il est mauvais, on ne peut pas dire qu'il est bon. Il est très, très puissant, bien entendu, parce que Jupiter, c'est quand même l'une des principales planètes, c'est une planète de chance et de réussite, c'est pas mal. Dans le Scorpion, il y a un signe de force, d'autorité, de détermination, etc., parce que c'est Mars-Pluton. Bon, donc ça peut être très important. Bon, c'est mitigé, c'est ni positif ni négatif. Hein. C'est pas trop négatif en gros. Hein. Mais, bon, opposé au Taureau. Donc en gros, alors lui aussi il fait une rétrogradation, il est passé le premier décan il n'y a pas longtemps, il est dans le deuxième décan maintenant, il rétrograde dans le deuxième décan, donc c'est là qu'il reste plus longtemps, il passe le troisième décan vers septembre-octobre, il s'en va au Sagittaire à la fin de l'année. Bon, alors, il fait bien sûr une opposition au Taureau qui est de l'autre côté. Alors ça c'est un peu moins bon, parce qu'entre l'énergie du Scorpion, la détermination, etc., et la pesanteur du Taureau, c'est un petit peu difficile à harmoniser les deux planètes. Hein. Bon, alors si vous êtes deuxième décan Taureau, vous avez cet aspect ici. Mais il y en a un bon, c'est un moment, il va faire un bon aspect avec Pluton. Alors, pour ceux qui connaissent Pluton, Jupiter, le Scorpion, le Capricorne, bon, c'est très important sur le plan de l'élévation spirituelle, des études ésotériques, etc. Hein, ce sont les deux guides spirituels, c'est Jupiter et Pluton. Jupiter sur le plan visible, Pluton sur le plan invisible. Pluton est bien Dieu des enfers, mais le maître sur le plan de tout ce qui est, comment l'au-delà, tout ce qui s'ensuit. Hein, donc c'est ça, ici, très, très important. Hein. Voilà. Alors bien sûr, je ne l'ai pas fait non plus, mais il y a un bon aspect ici. Il n'y a pas que des aspects négatifs. Hein. C'est que quand Jupiter est dans le deuxième décan Scorpion, il a un bon aspect à Neptune, en Poisson. En gros, il y a ce qu'on appelle un trigone en astrologie. Alors, c'est très bon. Alors, si vous faites des activités occultes, des choses de médiumnité, de mystique, des choses comme ça, alors là, c'est très très bon. Parce que les deux planètes vont s'additionner, elles sont signes d'eau, c'est tout ce qui est psychique, ressenti, etc. Hein, tous les phénomènes psy. Alors là, c'est très très intéressant. Hein. Alors, ça dure quand même quelques mois. Donc ceux qui seraient deuxième décan Poisson, ceux qui seraient deuxième décan Taureau, Scorpion, pardon, auraient cet avantage, hein, ce bénéfice. Si vous n'en faites pas encore de ces disciplines, c'est le moment de vous lancer si vous avez ces aspects-là. Hein. Et comme il y aura le sextile ici avec Pluton, et Pluton c'est une puissance invisible, magnétique, c'est très 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 intéressant d'avoir cet aspect ici, quoi. Hein? Alors voilà un peu le contexte de l'année. Alors juillet, les grands aspects de 2011, le mois de mai. Oui, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier dans les signes? Parce que je vous rappelle les signes occupés à cette année, le Scorpion, le Verseau, le Taureau, et quand même par deux planètes importantes, le Capricorne. Donc en fait,
3 signes plus un signe cardinal de terre. Ah, c'est terrible, hein, le Capricorne. C'est rigide, c'est carré, c'est le mois de janvier, c'est froid, c'est ferme, c'est autoritaire, c'est... Alors, Martine, je parle à Martine parce que Martine fait de l'astrologie et puis plein d'autres choses, hein. De la numérologie, des conférences, oh là, Martine, c'est un être extraordinaire. En gros, les planètes sont dans des signes fixes, hein. Vous avez 3 types de signes cardinaux. C'est dynamique, ça avance, ça évolue. Mutable, en gros, c'est un coup à droite, un coup à gauche, dans l'hésitation. Je vais par là, je m'adapte, et puis ça ne va pas, ben je me réadapte au truc de l'autre côté. Et puis j'avance sans avancer, et puis à la fin de l'année, quand on fait le bilan, on dit ben, j'ai beaucoup bougé, mais alors j'ai pas fait grand-chose. C'est tous les signes, Jean Gémeaux, Sagittaire, Poisson, toujours un peu comme ça, etc. Cardinaux, en gros, c'est l'emballement, j'avance, c'est cardinal Bélier, c'est cardinal Capricorne, et signe fixe. Alors c'est Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Et là, qui dit fixe, dit la fixité, stabilité. Je suis posé, il n'y a rien qui bouge, j'attends de voir venir. Taureau, c'est la maison, l'immeuble, le sol, le sous-sol, c'est stable. Le Lion, c'est le rayonnement. Mais je bouge pas, je rayonne à vie, je suis Lion. Fixe. Alors, vous allez dire, j'ai des signes fixes, alors Capricorne, bon, d'accord, c'est un signe cardinal, mais quand même de terre, et qui dit terre dans les éléments, eh bien, c'est aussi le concret, la fixité, la matière, etc. Donc, en gros, vous avez 3 signes fixes, et le seul signe qui ne l'est pas, c'est cardinal de terre. Parce que si c'était cardinal d'air, ou de feu, comme le bélier, etc., ça ne ferait pas le même effet. Quand vous additionnez le tout, vous êtes dans la pesanteur. Ah, vous êtes dans le lourd. Vous dites, j'ai 3 signes fixes, plus le Capricorne, et 2 planètes en Capricorne. Alors, ça ne risque pas de bouger l'année. Je parle en astrologie mondiale, on va dire, tous en kilos, hein, c'est la paralysie, on va bouger de rien, on va voir janvier, puis décembre, pas pareil. Sauf que, et vous voyez le sauf que les planètes qu'il y a dedans, elles ne sont pas stables du tout. Ah oui, ce sont des planètes dynamiques. Bon, quand vous avez Uranus en taureau, vous allez dire le taureau, c'est un fixe de terre, alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je ne vais pas beaucoup bouger, mais Uranus dedans. C'est la planète de la révolte et de l'explosion. Elle passe dans un signe de terre rigide. Est-ce que ça va aller ensemble? Ça ne va pas aller ensemble du tout. Uranus en taureau est dans le plus mauvais signe dans lequel il puisse être. C'est-à-dire ce qu'on appelle un signe de chute. C'est-à-dire les planètes ont un signe d'exaltation, de domicile, etc. Un signe de chute. Quand vous êtes dans un signe de chute, vous êtes dans le plus mauvais signe dans lequel vous pouvez tomber pour la planète. Elle tombe en taureau. Donc ultra stable, le signe, mais pas la planète. Quand vous avez signe fixe d'air pour Mars, le signe est fixe, mais la planète n'est pas du tout. Et quand vous êtes en Scorpion, oui, il est fixe, mais Jupiter, lui, il veut toujours avancer, s'épancher, se répandre, dynamiser. Bon, c'est une planète qui avance beaucoup, hein, symbole de l'expansion et de l'excès quand il est négatif. Alors avant, un Scorpion, etc. Alors quand vous faites l'addition du tout, Pluton en Capricorne, c'est pareil. Capricorne, c'est solide, c'est stable, c'est rigoureux, c'est la fermeté. Pluton fait tout sauter. Quand vous additionnez le tout, vous dites j'ai à la fois du stable et de l'explosif. Qu'est-ce qui va résulter de tout ça? Bon, en gros, quand les planètes sont dans cette situation-là, dans le ciel mondial, quand vous avez les signes cardinaux, ça va beaucoup avancer. On va faire du développement considérable en économie, en politique, on va changer d'époque, ça va beaucoup évoluer. Quand vous êtes en signe mutable, ça bouge beaucoup, mais sans trop voir d'orientation. Et quand c'est fixe, mais avec des planètes comme ça dedans, en gros, ce qui est rigide casse. Ah oui. Si vous prenez par exemple, je sais pas moi, une barre en caoutchouc, vous faites des 8 avec le caoutchouc. Vous prenez une barre en cuivre, vous donnez un coup de marteau dessus. Alors quand vous avez une barre en acier trempé,
Vous essayez de la plier, vous ne pouvez pas, vous tapez dessus, vous ne pouvez pas, vous prenez un gros marteau, vous ne pouvez pas, puis vous faites tomber un poids d'1 tonne dessus, clac, et ça casse net. Et donc, on risque d'avoir une situation de ce genre en astrologie mondiale. Alors, après, c'est trop compliqué à en parler. Vous allez dire, mais alors, quel pays aurait une casse? Il faut faire le thème des pays. C'est très compliqué, parce qu'on a très rarement les heures des pays, leur fondation. Hein. Alors, quand est-ce que les États-Unis étaient fondés? Là, on le sait, il y a 1 heure, il y a 1 jour, donc on sait qu'ils sont Cancer, ascendant Gémeaux, etc. Ça explique toute l'histoire des États-Unis. Hein. Ah, les Gémeaux, c'est l'air, donc c'est l'aéronautique, les fusées, Uranus sur l'ascendant, c'est tout ce qui est astronomique. Puis le Cancer en maison 2, c'est tout ce qui est finance, affaires, banque, etc. Leur histoire correspond à ça. Mais d'autres pays, on n'a pas l'heure. Parce que quand on a fondé un pays, on dit on fonde la première république de notre pays tel jour, on n'a pas pensé à donner l'heure. Alors, c'est très difficile de faire des prévisions pays par pays. Mais en gros, bon, les pays qui seraient, alors on a la liste des pays, les pays qui sont Scorpions, les pays qui sont Capricorne, etc., peuvent être concernés par ce genre de choses. L'Angleterre est un pays Capricorne que va donner le Brexit. Alors la France est un pays Balance, parce que la 5e République a été fondée un 21 septembre, jour de l'entrée dans le signe de la Balance, etc. Et donc, alors vous voyez, c'est très très curieux. Très difficile de faire des prévisions mondiales par pays, mais les pays concernés par ce que vous voyez là, hein, et par cette rigidité, donc avec des planètes un peu de casse qui arrivent dedans, et leur nombre, parce que si vous aviez un signe très stable avec une planète révolutionnaire qui passe dedans, ça fait 1, mais là c'est quasiment 12. Hein, puisque là, bon, c'est très tangent, ici en Verseau, si en Verseau passait, je ne sais pas, Neptune ou la Lune, ça ne ferait pas l'effet de Mars. Bon, les fameux Uranus en Taureau, c'est pas tellement indiqué. Il était mieux en Bélier finalement. Mais Uranus en Bélier, vous voyez pas le pétard que ça fait, puisque c'est Uranus en Bélier, en mauvais aspect à Pluton, qui a fait toute la révolution arabe pendant 7 ans. C'est-à-dire tout ce qui est Syrie, Libye, machin, c'est le carré Uranus-Pluton. Alors il s'est terminé en 2015-2016, donc on est tranquille, mais enfin il y a les séquelles de tout ce truc-là. Mais en Taureau, les plus mauvais. Hein. Plus carré Mars, donc pendant à peu près 6 mois. Donc de mai, vous verrez, ça commence le 15 mai, c'est très curieux. 15 mai, Uranus rentre en Taureau, 16 mai, Mars rentre en Verseau, et font le carré dès le lendemain. Alors, comme ils rétrogradent toutes les deux, comme elles rétrogradent toutes les deux, on refait le même aspect, parce que comme elles vont avancer et rétrograder, elles vont se retrouver dans la même position quelques mois plus tard, c'est-à-dire en juillet. Donc vous allez retrouver Mars ici, il va être 1 degré, il va avancer à 9, il va retourner à 1, puis Uranus il va faire 1, 2, 3, puis il va retourner à 1, puis forcément vous allez retrouver le carré. Donc ça fait une fois, deuxième fois par rétrogradation, puis troisième fois quand il réavance sous les deux. En fait ça se passe toujours 3 fois. Première fois, j'ai la révélation du carré, il annonce telle chose, j'essaie de me jeter une solution, phase intermédiaire, et troisième, j'apporte une solution. Alors juillet, vous avez ça. Alors, toujours les planètes. Hein. Alors, très important quand même, en juillet, vous voyez qu'il y a une figure positive ici, qu'on appelle un cerf-volant dans la géométrie astrale. Voilà, avec Pluton sur la pointe. Justement, il y a la nouvelle lune en Cancer de l'autre côté, 2 trigones par ici. Alors vous avez toujours ce machin-là sur le côté, mais une belle et bonne partie centrale. Alors là, bien sûr, ceux qui sont 2e décan Cancer, 2e décan Capricorne et autres sont avantagés. Ah, s'il y en a parmi vous, bon. Alors pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un bon trigone, c'est-à-dire un bon aspect Jupiter-Neptune, hein, mais que si vous êtes Cancer, vous avez 2 trigones par ici. C'est-à-dire si vous êtes Cancer, 2e décan, vous avez le Soleil en 2e décan ici. Vous avez un bon aspect à Neptune, un bon aspect à Jupiter, et un bon aspect entre les deux, puis 2 sextiles à Pluton ici. Le fait qu'il y ait une opposition ici entre tous ces bons aspects ne compte pas beaucoup par rapport aux bons aspects. Donc, ces signes-là, enfin ces décans-là,
les signes ne sont pas forcément bien avantagés. Premier décan, vous avez Saturne dans le premier décan, c'est le plombage. Saturne vous paralyse un petit peu, il vous fait réfléchir, il vous permet de prendre de la patience pour juger les choses, mais si vous voulez faire quelque chose, lui fait l'effet de plomb, quoi. Hein. Mais alors, pour le deuxième décan, vous avez ce cerf-volant, donc toutes les personnes qui sont le deuxième décan des signes en question, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson, Capricorne, eh bien, échappent quasiment au fléau de l'année et vont connaître un grand progrès. Et un grand progrès peut-être dans les sciences dites psychiques, etc. Parce que vous retrouvez les signes d'eau, vous avez 3 signes d'eau, vous avez une sorte de pyramide en signes d'eau. Ah, c'est très important pour ceux qui font des activités dites psychiques, ceux qui font de la médiumnité et autres sciences du même genre. Alors ça, là, c'est très bon, quoi. Hein. Alors, vous voyez comment c'est curieux l'astrologie, parce que quand vous avez Saturne dans le premier décan Capricorne, c'est un peu embêtant pour les premiers décans des signes cardinaux. Hein, parce que forcément, vous allez avoir un carré à la balance, vous allez avoir un carré au bélier, vous allez avoir une opposition au cancer. Quand vous êtes dans le troisième décan, vous avez Pluton dans le troisième décan Capricorne. C'est pas rigolo, hein. C'est la transformation, les transmutations, les retournements de situation. Pareil, il va faire le carré, troisième décan balance, troisième décan bélier. Et là, quand vous êtes deuxième décan, vous passez entre les deux. C'est-à-dire vous êtes ici. Vous n'êtes ni concerné par Saturne embêtant, ni par Pluton transformant. Et quand vous êtes dans le deuxième décan en face, ben vous échappez aux deux oppositions. Et quand vous êtes bélier balance, vous échappez aux deux carrés. Par une espèce de fenêtre absolument extraordinaire que vous avez, pas pour longtemps. Hein. Parce que 2019, Saturne va passer dans le deuxième décan. Donc là, vous y avez le droit, les deuxièmes décans. Le premier décan, soudain, est libéré. Et après, quand Saturne va passer dans le troisième décan, il va passer une alliance avec Pluton. Et vous allez avoir Saturne-Pluton dans le troisième décan Capricorne. Vous allez en voir de toutes les couleurs. Entre guillemets, hein, quand je dis vous allez en voir de toutes les couleurs, c'est une façon de parler parce que ça dépend des thèmes individuels, ça dépend de l'ascendant et ça dépend de tous les autres aspects, de toutes les planètes rapides. Donc là, on juge comme ça à vue de nez. Et quand ça se refait pour la dernière fois, eh bien, ça se refait fin août, début septembre. Quand je dis ça se refait, eh bien, fameux Neptune, Mars et le carré, Mars, Uranus, etc. Bon. Alors, avec là, quelque chose en plus, une opposition avec 3 planètes en Vierge, à une opposition entre Vénus en Scorpion et Uranus en Taureau. Bon, très tendu sur le plan sentimental, affectif, sexuel, hein, puisque bon, l'axe Taureau-Scorpion, avec Vénus dedans, bon, ça, c'est assez bon, énergétique, si on peut dire. Hein. Alors ça peut être des ruptures, ça peut être des difficultés d'adaptation entre deux personnes, etc. Hein. Donc on retrouve pour la dernière fois cet aspect ici, agrémenté de 2 oppositions de plus. Donc là, on va dire que le ciel de fin août, début septembre n'est pas très folichon. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. Hein, vous voyez la présentation globale de l'année. Alors qu'est-ce que ça peut donner en astrologie mondiale? Mai, juillet ou septembre. Alors malheureusement, certainement un clash dans le domaine des finances. Parce que on est très très tangent d'un point de vue financier. Alors on a l'impression que ça va bien, on dit la croissance repart, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a toujours des problèmes, je ne sais pas si vous voyez l'état du monde de 2 points de vue, finance, économie et politique internationale. Politique internationale, ça chauffe un peu partout, on est en train de s'armer dans tous les coins, il y a des menaces atomiques, il y a des trucs mûches, on risque la guerre en mer de Chine, on risque alors au Moyen-Orient. Bon. C'est toujours très tendu. Des pays comme les pays arabes sont des pays scorpions et des pays Pluton. C'est pas très tendre hein, comme chose, etc., etc. Et les finances. Bon, parce que bien sûr le taureau,
fameux Uranus en taureau, on dit ouais, le taureau c'est quoi? C'est les finances. Alors pourquoi? Les spécialistes en astrologie le savent, c'est le deuxième signe. Deuxième signe, c'est la maison, la deuxième maison, c'est les gains, les finances, les avoirs, choses comme ça. Vous allez dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Mais quand Uranus passe dedans, qui lui est la casse, la rupture, l'éclatement, etc. Mais il passe dans un secteur théoriquement financier. Carré à Mars, quelque peu tempétueux, dire qu'il y a une bourrasque qui peut passer sur les finances. Alors si ce n'est pas les finances, vous regarderez en mai, bien sûr pas le 15 mai, le jour où l'aspect se fait, parce que quand on dit l'aspect, alors c'est le 15 mai, tout le monde va se fixer. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est dans 15 jours, 3 semaines, un mois, qui suit. On n'a pas de date précise là, il faut le temps que les machins électromagnétiques se mettent en place. Sinon, dans quel domaine ça peut être la catastrophe quand on a un signe de terre, Uranus et Mars? Le tremblement de terre. Parce que Taureau, c'est la terre, le sol, la rigidité. Uranus, c'est la rupture, la casse, etc. Bon, donc Uranus, Taureau, et carré Mars qui fait un booster en quelque sorte. On est dans le Verseau, signe très électrique, électromagnétique. Le carré Mars, Uranus. Bon, donc on risquait beaucoup le cyclone, les tempêtes, les incendies en air-feu en 2017, et on risque plus des choses d'ordre géologique en 2018. Donc comme c'est une année très terre et eau, avec ces aspects-là, alors si c'est eau, c'est les submersions, les inondations, puisque vous avez vu qu'il y a plein de planètes en signe d'eau. Il y a des moments où il y a beaucoup de planètes en signe d'eau. Parce que si on mettait les planètes rapides dedans, à un moment il y a plein de planètes en Scorpion, en Cancer, on a vu tout à l'heure Cancer, bon forcément les planètes rapides s'additionnent aux planètes lentes. À un moment on se retrouve presque tous en eau, parce que vous avez vu le listing, 7 à 8 planètes en eau et terre, sont plus ou moins. Alors on a des risques de ce genre. Bon, c'est très difficile à faire la localisation. Dans tel pays, ça se produirait, il faut trouver un pays très haut, c'est-à-dire marqué par les poissons, le scorpion, etc. Ça existe bien sûr. Hein. Et donc on a toutes ces choses-là possibles. Donc c'est-à-dire la casse géologique, la casse financière. Bon, à la rigueur, il pourrait y avoir aussi une casse des éléments, comment on pourrait appeler ça, volcanique. Ah, vous allez dire là c'est du feu, mais attention, le magma, lui, est souterrain, donc il est plutonien. Donc bon, il peut y avoir quelque chose de ce genre-là, parce que là c'est un phénomène, cette année il n'y en a pas eu, éruption volcanique, parce que là c'est mi-feu, mi-terre. Hein, etc. Alors bien, c'est pas fini avec ça. Parce qu'on s'est aperçu, quand on met les planètes, à un moment je me suis dit, tiens, oui, les nœuds lunaires. Alors les nœuds de la Lune, vous avez les nœuds de la Lune, ça dure, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez l'orbite de la Terre, l'orbite de la Lune qui la croise avec, alors c'est pas en plan stable, ça se passe comme ça, avec une inclinaison de 5 degrés 8. Et donc, quand les deux orbites se croisent, vous avez un point de croisement nord, un point de croisement sud. Hein, c'est-à-dire, vous voyez deux ellipses qui se croisent, il y a deux croisements. Et donc, les croisements s'appellent des nœuds, il y a un nœud nord, un nœud sud. On appelle des nœuds lunaires, le nœud lunaire nord, le nœud lunaire sud, qui jouent beaucoup en astrologie karmique. Et, curieusement, elles sont en signe fixe aussi. On l'a pas fait exprès, parce que le nœud sud est en Verseau, le nœud nord est en Lion. On s'est dit, on rajoute encore quelque chose, la fixité des signes de l'année, puisque les nœuds retombent dans ce genre de domaine. Et à un moment, alors je crois que c'est au mois d'août, vous avez le nœud sud qui est ici, le nœud nord qui est en Lion ici, eh bien, l'axe des nœuds est juste sur une opposition Mars-Lion, Mars-Soleil. Les deux coïncident ici, puis le carré avec Uranus de l'autre côté. D'un point de vue destin de la Terre, c'est un tournant. C'est-à-dire bien sûr un axe cosmique des nœuds, mais alors dans ce contexte, ici, vous voyez le Soleil-Mars, ce que ça représente comme énergie, le Soleil dans son signe est très très fort, Mars en Verseau est électrique, et en même temps il y a le carré avec Uranus ici. Pour faire le tout, il y a un quinconce avec Saturne, encore en plus, c'est très spécial. Vous allez dire le dernier élément,
Martine vous dirait le dernier élément. Il y en a encore un, c'est la lune noire. Et où peut-on bien tomber la lune noire cette année? Eh bien, elle tombe en Capricorne. Vous dites non, mais c'est pas possible, mais c'est pas. On va encore rajouter du Capricorne à tout ça. Eh bien, la lune noire cette année est en Capricorne. Donc, première chose, elle est conjointe à Saturne, très bien. À la fin de l'année, elle est conjointe à Pluton, mais c'est pas possible, mais si. Alors, je l'ai peut-être pas mis, peut-être. Non, je l'ai peut-être pas mis. Alors, qu'est-ce que ça peut donner une lune noire en Capricorne? C'est pas très alléchant. Alors, parce que c'est l'autorité, c'est le, comment dire, comment elle pourrait être cette lune noire? C'est un peu la fatalité. C'est, le Capricorne, c'est le signe du froid, de l'hiver, de la rigidité, des choses. Alors, la lune noire là-dedans, elle est très. Bon, en gros, si par exemple elle est dans le pouvoir, soit elle est totalitaire, soit c'est l'inverse, elle est nihiliste. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans un pouvoir normal. On l'excède des deux côtés. C'est-à-dire on a fait trop de pouvoir, tout explosé. Alors quand on est avec Saturne, Saturne la tient un petit peu. Alors de dire la lune noire, elle va pas trop dégrader les choses, pas trop faire tout sauter, etc. Bon, dans les destins individuels, la lune noire en Capricorne, c'est le genre femme fatale. Hein. C'est-à-dire c'est la personne très droite, très digne, très classe, très très énergique, mais on voit l'apparence extérieure, c'est le marbre, quoi. Mais bon, je ne vais pas dénigrer les femmes ici, hein. Il y en a plein dans la salle, mais c'est le genre de comment on pourrait appeler ça. Bon, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, le genre femme fatale auquel à la fois qui fait peur et à la fois qui fascine. C'est la lune noire en Capricorne quand je vois Saturne. Alors à l'avance, bien sûr, elle va faire, je sais pas combien elle est de mois par signe, 9 mois, c'est ça? C'est 9 mois, c'est une gestation. 9 mois par signe. Donc à la fin, quelques mois plus tard, elle va être conjointe à Scorpion, puisque vous avez vu. À un moment, elle est conjointe à Saturne, elle, à l'avance, elle va laisser Saturne parler à Pluton. Alors, est-ce qu'une conjonction lune noire à Pluton, c'est bon ou pas bon? Ah, c'est terrible. Est-ce que c'est je peux pas dire que c'est un astre, la lune noire, hein, parce que c'est une position astronomique particulière, mais en gros, c'est très subconscient. Hein. On est dans le monde des ténèbres, hein. La lune noire, c'est bon. L'élite, conjoint à Pluton, alors là, les forces du subconscient sont absolument énormes. Alors, si vous les canalisez bien et que vous faites de l'ésotérisme, ben ça va. Vous allez utiliser ce potentiel ici, hein, la lune noire est ici, absolument inouï, mais c'est pas sûr du tout que, vu le contexte de l'année, hein, ça tienne beaucoup. Donc, on va en gros rajouter une lune noire assez difficile à tenir dans le contexte de l'année. Donc la probabilité que tout ça soit dû au hasard n'est pas tellement possible astrologiquement parlant, parce qu'on a l'impression que les cieux ont tout fait pour mettre en place des choses pour que ça donne ce que ça donne. Alors quand on voit ce qui se passe d'un point de vue politique, économique, social, mondial, que les deux pays qui sont un petit peu en perdition, qui perdent un peu de leur puissance, comme par hasard, c'est l'Europe et les États-Unis. Ça ne veut pas dire que les autres sont brillants, hein, que ce soit l'Inde ou que ce soit la Chine ou la Russie, mais enfin, les deux pôles mondiaux qui ont fait l'histoire du XXe siècle, on a un peu un coup dans l'aile. Hein. Qu'est-ce qui reste de cette pauvre Europe? La fameuse éclipse qui avait divisé le territoire de l'Europe en deux. Ben, l'Europe est divisée, parce que l'éclipse est divisée, ben, elle est bien divisée. Hein. Puisque le Brexit, l'Angleterre sort, tout plein d'autres pays veulent sortir. Ah, mais qu'est-ce qui va rester de l'Europe? Mais on vous dit que l'Europe c'est extraordinaire, mais qu'on va renforcer l'Europe. Elle est en train de désagrégation. Que pèse encore Bruxelles aujourd'hui, dit quelque chose. Alors beaucoup pour nous embêter, parce que là ça vient de Bruxelles, ça vient de Bruxelles. Mais bon, d'un point de vue, le projet européen, qui était en gros, on va faire une Europe unie, qui sous-entendait une harmonie des pays et des peuples, et une synthèse d'ensemble, une Europe politique. Pas d'Europe politique. Elle n'a jamais marché. C'est une Europe de l'économie. C'est-à-dire supprimer les frontières, faire passer les camions, les marchandises. Vous savez, du produit polonais, du produit portugais. Et nous, ils ont du champagne, ils ont des fromages, etc. Alors ça marche.
Encore avec des hauts et des bas, parce que les normes européennes, les qualités des produits, les crises sanitaires, machin truc. Enfin, bon, à côté de la politique, ça marche bien. Hein. Politique, c'est zéro. Donc l'Angleterre sort, il y a des pays qui voulaient sortir. Hein. La Pologne ou la Slovaquie, ils n'ont plus tellement de choses dans l'Europe. Les fameux réfugiés créent une crise. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Donc bon, hein, c'est un petit peu mal en point. Donc on a une désagrégation de l'Europe. On dit, maintenant les États-Unis vont dire, vous savez, l'OTAN, le parapluie nucléaire américain, ça coûte trop cher. Les Européens, vous devrez vous débrouiller tout seul en matière militaire. Où est-ce qu'on a les moyens financiers et l'unité pour faire l'Europe unie sur le plan militaire? Je ne crois pas, puisqu'il n'y a pas d'Europe politique, on ne peut pas faire d'Europe unie sur le plan militaire. Et si on ne fait pas d'Europe militaire et que les Américains ne nous soutiennent plus, on est à la merci des Russes. Alors, c'est pas gai du tout comme perspective. Hein. Moi, ça me fait toujours penser à une phrase de Gabriel Masneff. Donc, je suppose que vous ne connaissez pas Gabriel Masneff. C'est un écrivain qui était célèbre dans les années 70. 80, et à un moment on l'avait interrogé sur l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? Il disait, l'Europe c'est très bien, mais l'Europe des chevaliers et des moines, mais alors surtout pas l'Europe des marchands. Et on a une Europe des marchands depuis que l'Europe a été créée. Et ben on a le résultat qu'on a. Ce qui manque bien, c'est bien sûr un cadre politique, un cadre spirituel, un cadre culturel, un truc qui fait que l'économie arrive en dernier. Ben là, on fait que de l'économie. Et comme on dit toujours, comme vous faites que de l'économie et rien d'autre, ça ne peut que marcher en fonction des aléas économiques. Donc, ça va dans le mur, mais ça va toujours dans le mur, dans ce genre de choses. On est là, on pourrait continuer, mais on va arrêter, puisqu'on a 1 heure impartie pour cette chose-là. Alors, bien sûr, on pourrait parler, si on avait le temps, de la sensation de l'année en politique, hein. L'élection de Trump, l'élection de Macron. Bah oui, parce que comme ils sont représentants des États-Unis, représentants de la France, vous avez vu les deux éclipses qui concernent leurs deux pays et le genre de personnalité qu'ils ont, on peut voir ça. Alors, Trump a été élu fin novembre 2016, mais il prend ses fonctions début janvier, donc c'est janvier 17. Alors vous avez vu depuis qu'il est au pouvoir, les risques qu'il y a quand il dit quelque chose, toutes les chancelleries sont comme ça, même aux États-Unis on dit il faut reprendre un peu ce qu'il a dit parce qu'on va se fâcher avec tel pays, alors nous c'est l'inverse, on a un président qui est un jeune premier, qui est extraordinaire, etc. On dit voyez ça a changé de look, vous avez vu comment s'est passée la campagne électorale. Puis j'ai rien de plus hallucinant que ça. C'est la plus mauvaise qu'on ait jamais faite en France, de toujours. Bon, et puis ça aboutit à liquider des partis et des idéologies entières. Tout le socialisme est passé à la trappe, puisqu'on a réussi, ils ont réussi à présenter Benoît Hamon pour le socialisme. Alors vous avez vu, il a fait 6% des élections. Puis de l'autre côté, il y a eu Fillon, et puis bon, Fillon a donné ce qu'il a donné, puis alors ça a été toute la déconfiture de la droite. Maintenant, vous n'avez plus de droite, vous n'avez plus de gauche. Vous avez Bayrou qui avait soutenu Macron, puis qui était devenu ministre, puis qui est tenu 3 mois parce qu'il a eu une affaire. Puis restait le Front National qui paraissait stable, puis s'est cassé en deux à la suite de la défaite. Puis forcément, Macron émerge, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autres qui émergent d'un truc pareil. Bon. Alors on passe, bien sûr, pour abréger les fameuses histoires qui courent sur les fameux 6 qu'il y a dans les dates de naissance de Macron et autres. Oui, parce que bon, une élection qui se passe avec 66,6% des voix, vous dites que c'est quand même embêtant. Rectifier le lendemain à 66,1%, etc. Oui. Jupiter. Horus naît à 25 décembre, ça c'est d'hiver. Le dieu perse Mitra aussi, et le Christ le 25 décembre. Alors on dit, mais pourquoi ils naissent tous le 25 décembre? Parce que c'est le solstice d'hiver. À l'époque, dans l'Antiquité, 25 décembre, aujourd'hui 21, à cause de la précession des équinoxes, le décalage. On dit, mais pourquoi il fait naître à ce moment-là? Parce que c'est le renouveau de la lumière. De juin à décembre, bien sûr, la nuit augmente, le jour diminue, on arrive à la plus longue nuit d'année, et le plus court jour, c'est le 21 décembre, et le lendemain, on regagne 1 minute de plus. Et la lumière va refaire la conquête du ciel, ça commence 21 décembre. Alors qu'on est né le 21 décembre,
On est né au solstice d'hiver. On est d'ailleurs né à 0 degré Capricorne. On a Saturne qui passe 0 degré Capricorne. On est capricornien. Hein. Mais si on prend les dates de naissance, 21 décembre, on a 21, on a 3, on a 12, on a 3, on a 1977. Vous faites 1 et 9, 10 et 14, 24, 2 et 4, 6. Ah, vous avez 3, 6 et 2 et 4, 6, vous avez 6. On a dit, mais oui, le troisième 6, vous cherchez chez Brigitte Macron, né en 1953. Bon, 1 et 9, 10, 5 et 3, 8, 18, 6 plus 6 plus 6 plus... Non, là, c'est trop tiré par les cheveux. Il y a trop de 6. Arrêtez, on n'en peut plus. Bon, voilà. Bon, on arrête là.